de prendre des distances par rapport à la réflexion théorique et de se focaliser sur la réalité souvent complexe des situations. Si la bientraitance est une réponse pragmatique à l'objectif du bien-être pour les animaux, Alain Boissy nous expliquera que l'éthologie permet aujourd'hui d'approcher le véritable ressenti de ces derniers, donc en quelque sorte de les faire parler. Sur un tout autre sujet, Pierre Cléméré et Pierre Lenindre signaleront que certaines organisations agricoles s'efforcent de transformer les contraintes liées au bien-être en une réponse aux citoyens consommateurs, et ils ajouteront que les éleveurs paraissent vouloir aujourd'hui se remettre au centre du débat. Enfin, Henri Brugère nous expliquera que la gestion sanitaire des élevages peut faire l'objet, elle aussi, d'une analyse éthique, y compris là où la responsabilité morale de certains acteurs n'est habituellement pas soulignée. Il nous semble au total que l'ensemble de ces 4 interventions est empreint d'une certaine originalité et devrait aider à faire progresser le débat. Merci. Monsieur le Président, chers sponsors et confrères, donc il me revient la tâche de commencer par cet essai que j'ai intitulé Pour une éthique de situation, mandaté par la section 7, Environnement et territoire, pour la représenter dans le groupe de travail interacadémique d'éthique de la relation homme-animal. Il me faut d'abord reconnaître au départ, mis à part le thème de l'élevage, qui fait partie de mon champ de recherche, je n'étais spécialiste ni de l'éthique animale. Et pourtant, poussé par la confiance faite dans le groupe pour exprimer le point de vue des sciences sociales, ainsi que par l'intérêt de Bernard Denis pour ce qu'il a nommé l'éthique de l'ordinaire, je me suis senti dans l'obligation de m'expliquer sur la raison pour laquelle, n'appartenant ni à l'Académie vétérinaire, ni à la section élevage, système de production et produits animaux, je m'inscrivais avec passion dans la question posée par le groupe de travail, dont les termes de juste milieu ou de juste mesure portent et signifient l'enjeu pour nos académies. Sur cette question brûlante du bien-être de l'animal d'élevage, qui soulève de fortes oppositions de points de vue dans nos sociétés et agit sournoisement sur le comportement des individus, en particulier sur la consommation de viande, mon objectif est de tenter une réflexion conceptuelle soutenue par une étude de cas. Dans le premier point traité, je voudrais revenir sur la raison pour laquelle j'ai utilisé ce terme d'éthique de situation. En fait, c'est un concept que m'inspire la pensée de Jean-Paul Sartre, à laquelle je me suis souvent référé quand je cherchais à donner une dimension théorique à mes écrits géographiques. Chez Sartre, en effet, le concept de situation est essentiel. Il a donné lieu à plusieurs textes qui portent cet intitulé. Situation 1, situation 2. Mais il est particulièrement explicite dans son roman philosophique intitulé La nausée. En fait, ce concept de situation est associé et même indissociable de ceux de liberté et de pratique.
ou plutôt d'agir. Car dans la pensée de Sartre, finalement, l'action est liée très fortement à l'idée de liberté. Mais il définit un rapport au monde qui privilégie l'existence. Ça va vous rappeler peut-être des choses, l'existence opposée à l'essence. L'existence, c'est-à-dire le concret, le moment, la situation exacte dans laquelle on est. Le réel, on pourrait dire. Le moment aussi, le temps présent. Donc, si vous voulez, une éthique de situation, donc la situation implique aussi un rapport au politique dans le temps présent. Dès lors, une étude de situation est une éthique consciente de la complexité des interactions, des contradictions constitutives du temps même de la situation, mais qui, en conscience et par engagement, cherche à aller au-delà de ces contradictions pour faire émerger, non pas une morale invariante fixée une fois pour toutes, mais un acte, une pratique éthique qui subsume ces contradictions. Et du coup, cette pensée de ça, finalement, je la rapporte à quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur dans la section 7, c'est l'idée de territoire. L'idée, si vous voulez, que l'on doit toujours penser les choses dans le territoire exact dans lequel elles se passent, et également aussi l'importance du temps. L'importance, si vous voulez, du temps présent. Autrement dit, dans la recherche en sciences sociales, ces mots libre, liberté, liberté collective et situation peuvent avoir une portée intéressante. Mais évidemment, cette brève référence à la pensée de Sartre, il me faut essayer de l'illustrer, et je voudrais, en quelques mots, vous porter à votre connaissance une étude de cas sur la base de l'expérience menée en Martinique pour aborder et résoudre le problème des carnivores domestiques et également du colloque des îles des animaux et des hommes organisé par Françoise Rosette en 2011 et ainsi que de son article Destin mêlé d'hommes et d'animaux en terre insulaire chambrée. Alors, là, si vous voulez, je partirai d'un premier point, c'est la question du lieu. La question du lieu. C'est-à-dire, le lieu, c'est donc la Martinique, une île, c'est très important, un territoire fermé, dans lequel humains et non-humains sont obligés de cohabiter, dans lequel aussi, on a pu remarquer qu'en 3 siècles, il y a eu une disparition importante d'espèces. Ensuite, on y remarque aussi, dans ce territoire insulaire, des changements sociétaux qui sont des changements généraux, le fait effectivement que les gens vivent de plus en plus sur le littoral côtier, dans des villes et dans des systèmes pavillonnaires. Et donc, si vous voulez, il y a exactement dans cette île, il y a des problèmes que nous connaissons tous dans la relation homme-animal. Peut-être une chose supplémentaire qui mérite d'être relevée, c'est que dans cette île, il y a eu toujours la peur du chien. La peur du chien, pourquoi? Parce que, avec l'esclavage, le chien était le chien du maître, le chien qui allait retrouver les esclaves marrons et ceux qui partaient. Et donc, c'est un élément culturel qui peut être important. Ensuite, de quel problème s'agit-il? Le problème de la relation homme-animal. Eh bien, en fait, dans cette île, il y a toujours eu des problèmes de meute de chiens errants, en particulier dans les villes. Mais le problème actuel, et il n'est pas celui du problème des chiens errants qui a été finalement
maintenue et contrôlée à travers la société protectrice des animaux et la gestion des animaux, mais ce sont l'attaque du troupeau par des carnivores domestiques, autrement dit, par effectivement les chiens et les chiens qui sont des chiens, on pourrait dire, des mères, des chiens qui vivent en relation avec l'humanité. Les espèces attaquées, eh bien voilà, ce sont les bovins. Vous voyez un jeune veau attaqué, une photo de 2004, évidemment les ovins, également une photo de 2004, là aussi, de 2008. Et là, peut-être la photo la plus étonnante, si vous voulez, pour nous, la plus insupportable, me semble-t-il, d'une chèvre dont les mamelles ont été dévorées à arracher. Donc, on a vraiment un problème, si vous voulez, qui est un problème il ne s'agit pas du tout alors, pour dire la différence avec les loups, on peut dire qu'il s'agit d'un problème qui tient au phénomène de société lui-même. Ce sont les attaquants. Les attaquants, ce sont précisément des chiens qui se mettent en meute et qui, effectivement, peuvent très bien appartenir. Alors, dedans, il y a des chiens qui sont, il y a quelques éléments, parce que avec la montée de la délinquance et de l'insécurité, il y a eu, dans certaines parties des villes et dans le pavillonnaire, il y a eu des chiens qui sont des chiens de garde, genre pitbull, etc. Mais dans l'ensemble, ça peut être aussi des chiens tout à fait de race, tout à fait paisibles. Alors, les chiens domestiques, les attaquants, les chiens domestiques et donc des propriétaires urbains. Alors, troisième point, c'est la réaction. Alors, vous voyez justement que, dans le fond, on peut dire que cette photographie, qui est une photographie de 2010 et qui montre un éleveur entouré de son troupeau avec un chien de protection du troupeau en Martinique, ce chien berger d'Anatolie, qui accomplit sa tâche tout à fait correctement. Et dans cette photo, on peut dire, au fond, il y a une certaine bonne, entre guillemets, relation entre les animaux, les hommes, et finalement, et les différents animaux et les chiens. Mais il faut évidemment aller au-delà de cela, et donc la réaction, si vous voulez, elle provient de la société protective des animaux, les sociétés GPA, c'est-à-dire l'Association de gestion et de protection des animaux de la Martinique 1996, qui a été créée et qui regroupe des individus et des collectifs aux intérêts contradictoires. Car on y a à la fois les collectivités locales, conseil général et communes, etc. Mais on y a également la chambre d'agriculture, les éleveurs, on a les vétérinaires, on a effectivement aussi des associations, bien sûr, et des personnalités de la société civile qui s'intéressent à cela. Et donc, à partir de cette association, il y a eu tout un travail, des colloques de 2011 et 2013, pour agir. C'est-à-dire, c'était pas des colloques, c'était des colloques scientifiques, bien entendu. Il y avait même, sur la question de l'expérimentation animale, il y a eu des exposés de personnes du CNRS, peu importe, il y avait tous les éléments d'un colloque scientifique, mais ce colloque scientifique était destiné à agir, à trouver des solutions entre les différents et les solutions du côté de la gestion des animaux et du côté de l'information. Du côté de la gestion des animaux, finalement, il y a eu une plateforme d'entente et un travail, finalement, de réflexion collective qui fait que les éleveurs, qui pourtant étaient terriblement lésés dans cette affaire, se sont
parfaitement entendu avec les protecteurs des animaux, et pour essayer finalement d'avoir un comportement conscient et raisonnable par rapport aux problèmes qui se posaient. Du côté de l'information, d'ailleurs, à la suite du colloque, il a été décidé d'avoir un livre qui s'appelle les animaux bus, parce que les animaux, c'est en créole, les animaux bus, les animaux bus, si vous voulez. Ce animaux bus est donc qui est financé par tous ses partenaires et qui est là pour effectivement de montrer aux adolescents, les jeunes, les enfants et les adolescents sont les premiers destinataires de cette formation, de cette sensibilisation, curiosité, respect, responsabilité. Alors, préserver Lyon, veut dire, si vous les préservez, c'est vous qui vous respectez. C'est ça, c'est en créole. Voilà, donc je vous ai mis la photo de Françoise Rose-Rosette, qui est donc la directrice du pôle animalier, et qui est elle-même docteur vétérinaire, et donc qui a été une grande combattante, on pourrait dire, pour arriver à cette. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Si vous voulez, la conclusion, en quelque sorte, il me semble qu'elle corrobore et ouvre la voie à la juste mesure préconisée par notre groupe de travail. Pourquoi? Parce que, disons, l'éthique de situation, ça veut dire partir de l'existence. Partir de l'existant et des contradictions qui sont dans l'existant. Mais en même temps, à savoir que liberté individuelle, certes, liberté individuelle, mais cette liberté individuelle, elle est aussi associée à une liberté collective. Et la liberté collective, pour reprendre les termes de ça, c'est précisément la liberté qui est capable de négocier des contradictions entre les libertés individuelles. Et puis aussi, peut-être, on peut donner le terme de fraternité, si vous voulez, car l'humain et l'animal est en situation, eh bien, il faut bien aussi trouver une juste solution qui permette de préserver à la fois le bien-être des animaux, et vous avez vu que ces animaux que je vous ai montrés sont probablement aussi dans un mal-être, et le bien-être des animaux et le bien-être des humains. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, donc bon après-midi à vous. Je remercie tout particulièrement donc, les docteurs Bernard Denis et Gilbert Juppé pour m'avoir invité à présenter cette présentation que je voudrais faire à propos donc, de la manière d'appréhender la notion de bien-être de manière pragmatique. Et je vous propose donc de faire un peu l'historique de la démarche que nous avons suivie depuis à peu près une douzaine d'années au niveau de l'équipe et qui a été par ailleurs développée avec d'autres collaborateurs. Alors, tout d'abord, pour rappeler donc l'impact et ce qu'est l'éthologie, ce qu'apporte l'éthologie depuis plusieurs décennies maintenant, donc l'étude du comportement des animaux dans leur milieu habituel. Je voudrais rappeler donc au préalable l'évolution des pratiques dans les systèmes de conduite des animaux, et tout particulièrement donc par rapport à les photos de gauche versus les photos de droite, donc des modifications assez notables dans les pratiques avec la mécanisation, l'augmentation de la taille des troupeaux, l'utilisation de la stabulation libre, par ailleurs donc avec la PAC, le développement de l'extensification depuis plusieurs années, et également donc de plus en plus avec le changement climatique, faire face à des aléas météorologiques, notamment pour les systèmes d'élevage en milieu ouvert. Donc ce sont des éléments auxquels l'animal se retrouve de plus en plus confronté, et par ailleurs donc une réduction de l'assistanat par l'homme, du
fait de la diminution de l'effectif d'éleveurs et l'augmentation de la taille des troupeaux, fait que les animaux se retrouvent fortement sollicités en matière donc d'adaptation au milieu, à la diversité des milieux également. D'où ce qui a fait depuis plusieurs décennies, donc l'approche du comportement animal permettait de développer et d'accroître l'adaptation des animaux aux conditions d'élevage, de sécuriser, voire de faciliter même le travail de l'éleveur en faisant en sorte que l'animal pouvait aussi contribuer par son comportement à s'intégrer plus facilement dans le milieu auquel il devait faire face, et par ailleurs, au final, de pouvoir améliorer également l'efficacité de la production. Donc, c'était la première partie de l'approche éthologique. Et à cela, donc, s'est développée depuis maintenant une vingtaine d'années une demande sociétale en matière de protection animale en élevage, qui occupe la séance d'aujourd'hui. Et je rappellerai, juste à titre d'illustration, donc l'évolution du statut de l'animal dans l'Union européenne, passant de bien marchand, depuis le traité de Rome, à individu en tant qu'être sensible. Donc je rappelais le traité d'Amsterdam ainsi que celui de Lisbonne qui confirmait ce changement de statut juridique. Des actions récentes en France et puis également en Europe. Je rappellerai juste les rencontres animales sociétés, l'expertise collective des douleurs animales qui a été présentée en 2009. Également au niveau de la Commission européenne, le rapport Paulsen qui développe l'idée d'un réseau européen en matière de centres d'excellence sur le bien-être animal. Et puis également une des dernières directives européennes avec l'expérimentation animale et qui depuis début 2013 donc a engagé une certaine modification dans les pratiques et d'utilisation des animaux en matière d'expérimentation. Et puis enfin donc le nouveau plan d'action bien-être et protection des animaux de l'Union européenne qui change radicalement la conception de la protection animale, passant donc de l'obligation de moyens à l'obligation de résultats, et donc vouant à accroître les mesures de bien-être centrées sur l'animal, ce qu'on appelle les animal-based measurements, et également de renforcer la formation d'évaluation du bien-être en ferme, notamment en impliquant les éleveurs dans cette procédure, et je pense que ça sera l'objet de la présentation suivante. D'où là encore l'approche éthologique, l'étude du comportement animal, permettant de mieux comprendre les conditions du bien-être de ces animaux et voire de développer des outils relativement innovants dans l'évaluation du bien-être. Alors, parler d'animal sensible revient à dire que la notion de bien-être correspond à une absence durable de souffrance à la fois physique, qui ne fait pas donc de doute, et mentale également, et ça j'ai cité Marion Dawkins, qui a été une des premières pionnières dans l'évaluation du bien-être, ce qui veut dire donc absence de souffrance mentale, voulant dire absence d'émotions négatives et recherche d'émotions positives de la part de l'individu. Et donc s'intéresser au bien-être de l'animal, c'est supposer qu'il peut ressentir des émotions. C'est partant de ce constat que nous nous sommes posé la question, dans les années 2000, comment évaluer les émotions chez les animaux qui n'ont pas le langage verbal pour s'exprimer. Alors une définition très simple, réaction des émotions, réaction affective intense et fugace à une situation déclenchante que j'ai représentée ici chez ce mouton. Alors, traditionnellement, on définit une émotion par trois composantes, deux composantes expressives qui sont d'une part les réactions physiologiques associées à ces réactions d'alerte et la réaction motrice comportementale qui a pour effet de diminuer l'agent sollicitant, soit par la fuite ou soit au contraire par l'approche. Et puis la troisième composante, l'émotion proprement dite, l'expérience émotionnelle, où je me suis permis de mettre un point d'interrogation, puisque vous avez compris que cette notion d'émotion se réfère
à une approche plutôt psychologique, où on ne peut qu'inférer le statut émotionnel de l'individu, inféré à partir des réactions motrices et physiologiques, et encore plus fortement chez les animaux qui n'ont pas ce langage verbal pour s'exprimer. Alors le paradoxe, c'est que chez l'animal, d'une part, on le définit comme étant un être sensible, je rapporte le traité d'Amsterdam, et des émotions. Et puis, de l'autre côté, on comprend bien qu'il est difficile de définir les émotions, la nature même, l'intensité des émotions que sont capables de ressentir ces animaux. Et entre les réactions d'apathie, d'apathie, ou les réactions actives, soit d'attaque ou de fuite, vous comprenez qu'il est difficile de faire une graduation dans l'intensité et dans la balance de l'émotion ressentie par l'individu. Donc il était à cette époque nécessaire de chercher à mettre en œuvre une approche relativement intégrative, scientifique, des émotions chez l'animal, de façon à ce que cette approche soit considérée comme une approche scientifique à part entière. Nous avons revisité le concept de stress tel que Mason en 71 pouvait avoir pu montrer, mais je rapporte juste à titre schématique une représentation ici. C'était une expérience qui a été faite sur des singes d'écureuils, et l'idée était donc de tester la frustration chez ces animaux qui sont ici, affamés, donc on n'avait pas alimenté depuis la veille, placés devant un congénère qui lui aussi affamé, mais pouvant accéder à la nourriture. Et donc on a voulu voir les réactions de frustration, notamment au travers du cortisol salivaire chez ces animaux. La différence ici, c'est que ces animaux pouvaient accéder à un élément qui n'a pas de valeur nutritive à part entière, mais qui avait l'aspect d'aliment. Donc l'animal pouvait mâchonner, ingérer, mais sans avoir d'impact physiologique comme pourrait l'avoir le fait d'accéder à l'aliment proprement. Et ce qu'il montrait, c'était que dans ce cas-là, le cortisol salivaire n'augmentait que chez les animaux qui n'avaient pas d'action propre sur leur milieu, donc qui subissaient la situation, alors ceux-là qui pouvaient agir sans avoir un impact physiologique n'éprouvaient pas une situation de frustration. Ce qui montrait qu'ici, le stress n'était pas une réponse réflexe en soi, mais elle dépend réellement de la manière dont l'animal, ici, pouvait percevoir, se représenter la situation, dans un cas comme étant contraignante et dans l'autre comme étant une situation non contraignante. À partir de là, donc, de vouloir s'intéresser au processus cognitif nous a fait aller rencontrer des psychologues, et je rappelle ici donc la définition classique des émotions en 3 composantes, mais nous sommes intéressés aux théories de l'oppression, de l'évaluation, notamment avec Lazarus, qui fut l'un des premiers à développer cette théorie, où toute émotion provient d'une évaluation, d'une analyse faite par l'individu. Donc c'est cette notion d'évaluation qui nous a intéressés ici. Et là, je rapporte donc un de ses élèves, Scherer, qui a développé une approche théorique beaucoup plus conceptuelle et pragmatique, définissant l'évaluation comme en fait un processus qui se fait de manière automatique et séquentielle à partir d'un nombre limité de caractéristiques cognitives, appelées check, peu importe, et que je vous ai représenté ici, partant du plus simple, traitement à évaluer la soudaineté, ensuite la familiarité, la possibilité d'anticiper, de prévoir, le caractère positif ou négatif que l'événement auquel on est confronté, savoir si les attentes que l'on a, la situation correspond ou non à ces attentes, la possibilité de contrôler, d'agir sur la situation et se référer en fait à ses référents sociaux pour donner du sens à la situation. C'est cette 4e composante qui nous a intéressés ici, sachant que les psychologues cognitifs développaient la définition même de l'émotion à partir de la combinaison de ces différentes caractéristiques-là, permettant d'accéder aux émotions chez l'humain sans utiliser le rapport verbal. Donc, juste à titre d'illustration, nous avons engagé un certain nombre d'expérimentations, notamment chez les ovins, et une illustration pour montrer
est-ce que l'animal évalue ses caractéristiques cognitives, comme on peut le montrer chez l'homme. Ce que l'on a fait ici, une expérimentation très simple, on a donc entraîné des animaux à s'alimenter dans ce petit dispositif, recevant quelques grammes de concentré. Et puis, donc, un certain nombre de présentations étaient suivies de l'abaissement de ce panneau, qui a pour effet de créer un effet de surprise, vous voyez, donc de manière aléatoire. Et puis, on a comparé à des individus qui recevaient les mêmes stimuli de surprise, mais cette fois-ci avec la possibilité d'anticiper, de prévoir, grâce à un conditionnement, ici une petite lumière s'allumant, et 3 secondes après, l'événement soudain devant donc s'abattre devant l'animal. Ensuite, on a évalué la réactivité des animaux à cette soudaineté, donc c'est-à-dire la réaction de sursaut et d'accélération cardiaque, tachycardie. Et ce que l'on a vu, c'est que chez les animaux qui ont la possibilité d'anticiper l'événement surprenant, on a une baisse systématique des paramètres à la fois comportementaux et physiologiques, qui montrent bien que, aussi rapide soit la réponse, l'animal a déjà traité de l'information avec, en fait, une utilisation de signaux émanant de son environnement pour modifier ses réactions émotionnelles. Je vais passer les 2 autres exemples pour conclure sur l'idée que, ici, en prenant le modèle bovin, qui n'est pas forcément le modèle qu'on fait systématiquement pour évaluer les capacités cognitives des animaux, on voit que les moutons sont capables de procédures d'évaluation et utilisent les mêmes caractéristiques élémentaires pour donner du sens à la situation que le fait l'homme. Et en fait, j'ai repris, excusez-moi, j'ai pas pris le temps de traduire, mais j'ai repris donc les différentes caractéristiques cognitives de la soudaineté au contrôle et aux référents sociaux. Bon, et donc nous avons à chaque fois montré au travers de l'expérimentation le sens et la détermination de ces mots AD pour ces animaux, pour nos animaux, et que la combinaison des caractéristiques qui résultent de cette évaluation, en reprenant donc la grille développée par les psychologues cognitifs, nous permet finalement de rentrer en quelque sorte, de déterminer la nature même des émotions allant de la peur, de la colère, au dégoût ou à la honte, en croisant, en fait, à partir des expérimentations développées chez l'homme, en voyant donc si ces animaux sont capables de ces différentes normes, ces différentes références. Ici, vous voyez, pour la peur, par exemple, c'est un événement fortement soudain et pour lequel il y a très peu de familiarité, très peu de prévision et donc peu agréable. Et on peut distinguer la peur de la colère, où on a les mêmes phénomènes, sauf que dans le cas de la colère, l'animal a la perception d'un contrôle, de possibilité d'agir, alors que dans le cas de la peur, l'animal n'a aucun contrôle sur la situation. Donc voilà, j'avais compris que j'ai intitulé cette diapositive la cognition comme un lien étroit entre les émotions et le bien-être, où les capacités cognitives vont déterminer réellement le vécu émotionnel chez l'animal, en reprenant donc le développement réalisé en psychologie de la cognition, avec un certain nombre de références qui justifient ces différents critères et qui fait référence donc au dernier papier permettant d'identifier quel labeling d'émotions ces animaux peuvent ressentir grâce à leur capacité cognitive, et ainsi en pouvant relier à la fois les réactions motrices et physiologiques des animaux avec la nature même de la situation définie selon les capacités cognitives de l'animal. Vous voyez qu'on a un outil ici qui nous permet d'accéder plus finement et plus justement au décryptage de l'émotion ressentie par l'animal et éviter un anthropomorphisme qui est souvent de mise dans les discussions avec les sociétés de protection animale. Cependant, si l'étude des émotions est nécessaire pour appréhender la notion de bien-être, vous avez compris qu'elle est insuffisante pour avoir une bien d'apprendre cette notion de bien-être, puisque d'une part les émotions sont définies comme étant des réactions éphémères, alors que la notion de bien-être, de l'autre côté, est considérée comme un état affectif durable, persistant. Donc là encore, la psychologie nous a permis d'aller plus loin
Et si on sait que les processus cognitifs sont à l'origine d'une émotion, ce que je viens d'essayer de vous montrer, on sait aussi qu'à l'inverse, en retour, une émotion peut moduler transitoirement ses capacités cognitives. J'ai représenté ici le processus d'évaluation aboutissant à un vécu émotionnel, avec une flèche donc en feedback qui a pour effet de rappeler qu'on peut avoir une altération de ce processus d'évaluation juste après un ressenti émotionnel chez l'homme, que ce soit dans le jugement ou dans les questions d'apprentissage ou de mémoire. J'ai présenté ici un verre de vin à moitié vide, à moitié plein. Selon, en fait, votre propre état d'humeur, vous définirez, dans cette situation relativement ambiguë, savoir si c'est plutôt à moitié vide ou à moitié plein, selon, en fait, votre état d'optimisme ou de pessimisme. En fait, c'est cette idée que nous avons voulu développer chez l'animal, et savoir si l'accumulation d'émotions successives peut moduler durablement ses capacités de jugement, voire d'apprentissage ou de mémoire. Donc, un exemple d'expérimentation simple que l'on a réalisé aussi, c'est d'exposer nos animaux, toujours des moutons, dans des situations relativement incontrôlables, imprévisibles, désagréables. Vous voyez, on reprend les caractéristiques cognitives précédentes pendant quelques semaines. Donc, ça nous a permis de développer un modèle de stress modéré, correspondant à des situations parfois rencontrées en élevage. Et par exemple, nous avons exposé ces animaux à un test d'apprentissage et de mémoire. Ici, l'animal devait se diriger vers le seau jaune pour trouver l'aliment, donc jouer de manière alternée. Et ce que vous pouvez voir ici, par rapport aux animaux témoins et les animaux ayant reçu ce modèle de stress pendant quelques semaines préalables, les performances, là c'est en fonction des jours, et là c'est le nombre de choix corrects, les performances des animaux soumis à ce traitement de stress est moindre que celui des animaux contrôle, ou témoins, et également quand on restitue un rappel plusieurs jours après, on met l'animal de nouveau dans la situation, on voit que les performances de rappel, de mémoire, sont encore plus altérées chez les animaux ayant eu ce stress chronique durant plusieurs semaines. Enfin, un dernier exemple basé cette fois-ci sur l'altération du jugement affectif, et non plus simplement de l'apprentissage de la mémoire. Nous avons appris ici à nos moutons à discriminer entre la position de droite et la position de gauche. Donc, un test de go, no go, j'y vais ou je n'y vais pas. Donc, associé soit à de la récompense ou au contraire à une punition. Alors, je sais pas. Donc, à titre d'illustration, vous voyez, on commence à entraîner cet animal qui, donc, après quelques essais, commence déjà à avoir quelques difficultés pour s'approcher du saut qui est, voilà, qui est fini en quelque sorte, c'est un alien de l'illustration, et puis on a un lower qui est fait l'animal. Et puis après plusieurs séances, vous voyez, le fait que l'animal soit motivé dans cette activité, il a appris donc à aimer. Voilà une illustration avec un autre mouton qui cette fois-ci lui a été entraîné à s'approcher à gauche et donc par contre a évité, malgré la tentation, à s'approcher du saut de droite. Et par les images, il faut suffisamment explicite pour montrer le caractère intentionnel des auxquels qui sont testés dans ces conditions. Donc on s'assure que les animaux apprennent bien, vous voyez, à gauche ici, donc c'est récompensé, ils vont tous, à droite, donc ils s'abstiennent de s'approcher. Dans un deuxième temps, on expose nos animaux à ce modèle de stress pendant 6 semaines, et on reteste nos animaux pour voir s'ils n'ont pas effectivement oublié la tâche. Donc on voit qu'il n'y a pas de différence, les animaux s'approchent, continuent à s'approcher quel que soit le groupe, ou au contraire à éviter. Mais ensuite, on a créé une position ambiguë, ce verre à moitié vide ou à moitié plein, passant le seau au milieu cette fois-ci. Donc une situation qui est relativement nouvelle, mais qui fait référence à des actes préalables. Et on a testé le comportement de l'animal selon en fait le traitement auquel il avait été exposé préalablement. Et vous voyez que les animaux soumis au modèle de stress chronique sont des animaux qui s'approchent peu du dispositif, qui montrent bien que l'animal donne un sens plutôt négatif de danger à la situation, et donc
je me suis permis d'utiliser le terme d'animaux plus pessimistes qui ont une perception négative de la situation. Donc l'altération des fonctions cognitives persiste effectivement si l'expérience émotionnelle se prolonge, et c'est cette accumulation d'émotions ici négatives qui serait responsable, comme les psychologues l'utilisent pour l'homme, de la mise en place d'un état émotionnel d'arrière-plan, ce qu'on appelle l'humeur, mood en anglais, donc qui jouerait le rôle de filtre perceptif et qui modifierait le sens de la situation perçue par les animaux. Enfin, dernière question, est-ce que on peut à ce moment-là jouer plutôt sur le versant positif des émotions pour tenter de réduire en fait les conséquences de situations de stress auxquelles les animaux ont pu être exposés au préalable. Et là encore, nous avons développé une stratégie basée sur le concept, le cadre conceptuel que l'on avait développé auparavant, à savoir comment générer des émotions positives chez l'animal, et bien en jouant sur la possibilité de prévoir cette fois-ci des événements positifs de l'aliment, comme il fait systématiquement en élevage, donc de pouvoir permettre aux animaux de recevoir un signal qui leur permet d'anticiper, donc à moindre coût, vous voyez, on crée du positif, de parfois peut-être délivrer plus d'aliments que l'animal pouvait attendre, donc on crée du contraste non plus négatif mais positif ici, et puis également donner à l'animal la possibilité d'agir sur l'environnement, c'est-à-dire à partir de certains conditionnements, l'animal peut aller par lui-même chercher en fait des événements positifs ou accéder à des, par exemple, ce qu'on a utilisé, accéder à des brosses qui leur permet donc de pouvoir donc satisfaire un besoin qui leur est propre. Ce qui nous permet dans l'équipe de parler d'enrichissement cognitif par opposition à la notion d'enrichissement du milieu sans avoir vraiment une idée précise de la réponse de l'animal. Une dernière illustration, ici, où on reprend notre test de biais cognitif. Et bon, là, on a compliqué un peu les choses, c'est-à-dire qu'on a joué un peu sur la position des sauts ambigus, un seul saut à chaque fois. Et vous voyez qu'entre les animaux qui ont reçu le stress, ceux qui ont reçu le même stress, mais par la suite mis dans une situation d'enrichissement cognitif par la possibilité d'avoir des contrôles positifs, eh bien, ça n'a pas été suffisant pour finalement supprimer ou réduire leur perception négative quand le stimulus se trouve proche du lieu de punition. Mais ce que vous voyez ici, lorsque le stimulus ambigu est plus proche du saut récompensé, vous voyez que les animaux stressés, mais ayant eu cet enrichissement par la suite, finalement, ont une certaine approche de cet événement, donc montre bien qu'ils perçoivent plutôt positivement cette situation et montrant que l'anédonisme créé par le stress peut être réduit après une expérience d'enrichissement. Voilà, en termes de conclusion, bon, c'était rapide, mais je voulais montrer qu'on a pu développer un cadre théorique inspiré de la psychologie cognitive qui permet de décrypter, de donner un langage commun à toute personne pour donner du sens et analyser la notion de sens chez l'animal, et donc permettant de mieux comprendre également comment peut se construire, à force d'expériences multiples, l'état de bien-être, l'état affectif de bien-être chez l'animal par le biais de ces émotions d'arrière-plan, développant soit une spirale négative, donc c'est cette idée que j'ai représentée ici, accumulation d'expériences positives, négatives, entraînant systématiquement une surestimation des événements négatifs, et à terme, une perception pessimiste sur leur environnement. Également, nous avons là un outil qui permet de générer des stratégies comportementales permettant à moindre coût de créer du positif, d'induire des émotions positives chez les animaux, donc ce que j'appelle l'enrichissement cognitif au sens de l'animal, aussi. Et donc, j'ai mis en italique, pourquoi pas chercher à induire ces émotions positives de manière systématique et voir par la suite est-ce que l'animal a une vision plus positive de l'environnement auquel il peut être exposé. Ce qui permet ici, vous voyez, de pouvoir promouvoir des pratiques d'élevage qui soient innovantes, puisque c'est basé sur les capacités cognitives et comportementales des animaux, qui tiennent compte réellement de la sensibilité réelle des animaux,
Ceci donc pour améliorer la qualité de vie et vraiment créer du bien-être chez l'animal, d'un point de vue de l'animal, et pourquoi pas, donc c'est un point que je voulais faire un point d'interrogation, en jouant sur l'assurance d'un bien-être précoce, permettant peut-être de contribuer également à assurer la santé, c'est aussi la santé physique des animaux, et c'est cette question d'interface santé-bien-être qui, à l'heure d'aujourd'hui, donc au niveau de l'Union européenne, est un point central dans les discussions. Voilà, je voulais donc remercier notamment les financeurs, la NR, d'une part, et également tout un groupe de doctorants et de post-doctorants dans l'équipe qui m'ont permis de développer cette approche conceptuelle et de l'illustrer. Et bien sûr, toute mon équipe que j'ai le plaisir d'animer, de l'unité de herbivore, donc adaptation et comportements sociaux. Si certains d'entre vous sont intéressés, je vous renvoie donc à un site du réseau AgriBienêtre que nous sommes quelques-uns à coordonner au sein de ce réseau, et donc il y a pour vocation de stimuler les réflexions et d'harmoniser les approches et de créer en fait une force visible. Et je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter en binôme avec l'ami et confrère Pierre Lenard une communication intitulée Bien-être animal, perception, réponse des éleveurs et de leur organisation. Pierre Lenard, pour des raisons personnelles, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Lors de mon exposé, très simple, je vais positionner le concept de bien-être animal aux yeux des éleveurs, tel que c'est perçu par les éleveurs, individuellement ou collectivement. Et je développerai 3 exemples d'application chez les 3 espèces repérées sur cet écran. Alors, depuis 4 ans, ou presque, que nous travaillons sur le sujet, nous avons outrepassé la communication que je vais vous faire en intégrant d'autres études, en particulier en réalisant une typologie des associations de protection animale, en légitimant l'élevage et en donnant la position des autres acteurs des filières sur ce concept du bien-être animal. Alors, nous n'aborderons pas ces aspects ici, ils seront exposés sur le site web de l'Académie dans les semaines à venir. Alors, notre méthode de travail a été tout à fait classique. Je précise simplement que nous avons été consulter 40 sites internet des sociétés de protection animale pour réaliser la typologie que j'évoquais. Nous avons réalisé 40 entretiens semi-directifs auprès d'éleveurs et d'ingénieurs d'instituts techniques qui, en particulier, avaient assisté aux rencontres animales-sociétés organisées par le ministère de l'Agriculture en 2008. Alors, avant d'aborder notre sujet, il est capital, me semble-t-il, de rappeler que nous venons de connaître en un demi-siècle une véritable révolution technique en élevage, dans tous les domaines, qui s'est manifestée par une concentration des élevages et une intensification des systèmes de production. Ceci a modifié de façon considérable les conditions de vie des animaux. Alain Boissy a rappelé précédemment, à titre illustratif, la concentration dans les élevages, je l'illustre au travers de 2 exemples. Entre 1950 et 2012, la taille moyenne des troupeaux laitiers est passée de 5 à 45 vaches laitières, et la taille moyenne des troupeaux naisseurs ou naisseurs en version de truies de 3 à plus de 170 truies par élevage. À titre illustratif, 2 exemples aussi pour l'intensification. Entre 1950 et 2012, la production laitière par vache exprimée en kilos est passée de 2500 à plus de 7000 kilos de lait, et la productivité numérique des truies de 12 à plus de 28 porcelets sevrés par truie et par an. Tout le monde connaît ceci. Autre fait signifiant de l'évolution de ce dernier demi-siècle, ça a été l'intégration des éleveurs dans des filières, de la fourche à la fourchette. Dans ce contexte, l'éleveur a des décisions à prendre au niveau de son système d'élevage est conditionné par l'avis de ses conseillers économiques, de ses conseillers techniques. Il est sous la réglementation européenne déclinée par pays, et ces décisions peuvent aussi être impactées par la position des associations de consommateurs ou des associations
du bien-être animal. Les associations de la protection animale. 3 conséquences. La première, ça a été une modification profonde des relations entre l'éleveur et les animaux. Et je dirais réciproquement. Deuxième conséquence, c'est une perte relative du pouvoir de décision de l'éleveur, très contraint dans les systèmes d'intégration, le veau, les poulets, avec une liberté relative, évidemment, dans l'élevage des ruminants. Et troisième conséquence, ça a été la remise en cause sociétale de ce que le grand public appelle souvent l'élevage industriel, pointant en particulier les agressions par rapport à l'environnement ou par rapport au bien-être animal. Alors, perception du bien-être animal par les éleveurs. D'abord à titre individuel. Alors, les références bibliographiques que nous avons consultées et les entretiens que nous avons réalisés ont montré que d'une façon générale, le terme bien-être n'était pas utilisé par les éleveurs de façon spontanée. Par ailleurs, on leur explique ce que sont les 5 libertés anglo-saxonnes, repérées sur cet écran, ils se disent d'accord, parce qu'ils sont parfaitement conscients que toute agression à l'animal réduit les performances techniques et en conséquence les performances économiques. D'une façon générale, ils font preuve d'incompréhension par rapport aux remises en cause radicales de l'élevage, par l'intermédiaire des sociétés végétariennes, végétaliennes, ou a fortiori, véganiennes. Ils ont le sentiment que les modifications techniques sont imposées par une réglementation dont ils ne perçoivent pas toujours les bien fondés, en particulier scientifiques. Ils ont conscience du glissement du débat technique vers un débat sociétal qui, assez souvent, les agresse et ils craignent les distorsions de concurrence. Alors, au niveau collectif, on note une grande diversité des postures. Alors, des postures, quelquefois, qui consistent en des réactions négatives brutales. Alors, avec Pierre Lenain, nous avons consulté les éditoriaux de la presse professionnelle. Alors, certains sont extrêmement agressifs vis-à-vis de la réglementation européenne, je n'en dis pas plus. Ceci étant, pour un certain nombre de responsables professionnels, il existe une prise de conscience avancée de l'intérêt de segmenter les marchés sur le concept du bien-être animal, notamment pour ceux qui ont participé au colloque que j'évoquais précédemment. Ces responsables professionnels manifestent souvent le regret d'une mobilisation insuffisante et incoordonnée, fragmentée de la profession agricole, notamment sur ces thèmes de l'élevage, sur ce thème de l'élevage, en particulier à Bruxelles. Mais certains autres responsables professionnels ont des interrogations positives du type de celle que j'évoque ici. Peut-on transformer les contraintes imposées par la réglementation européenne en opportunités de valorisation économique? Et l'éleveur dans tout ça? Alors, l'Institut de l'élevage en 2007 a réalisé une typologie des éleveurs en fonction des 2 axes repérés ici. La proximité de l'animal, depuis ceux qui sont éloignés de l'animal, notamment aux producteurs, à ceux qui en sont proches. Et deuxième voie de classification, l'intérêt pour la technique, depuis l'indifférence jusqu'aux passionnés de technique. Alors, on peut distinguer les éleveurs pour l'animal, les éleveurs avec l'animal, les éleveurs malgré l'animal, l'animal est une contrainte, et les éleveurs pour la technique. Alors, relativement à la relation avec l'animal, la première catégorie montre une relation affective, individuelle avec leurs animaux, notamment reproducteurs. Et ce cas est plus fréquent chez les éleveurs de bovins laitiers. À l'extrémité de la typologie, ces éleveurs se trouvent contraints pour les éleveurs malgré l'animal, par l'animal reproducteur, des fois ils en ont peur, et les éleveurs pour la technique considèrent le lot d'animal et non pas l'animal reproducteur individualisé. Relativement à la réponse à la demande sociétale, les éleveurs de la première catégorie, les éleveurs pour l'animal, sont majoritairement prêts à répondre à la demande sociétale. Et inversement, les éleveurs malgré l'animal et les éleveurs pour la technique se sentent agressés ou très agressés par rapport à cette demande sociétale. 3 cas d'illustration. Le premier, le veau de boucherie. Alors c'est dommage que Pierre Lenain ne soit pas là. Je répète ses excuses.
une législation européenne est apparue en 1993. Avant 1993, les veaux de boucherie étaient élevés en cases individuelles, comme c'est indiqué sur la diapositive en haut à gauche, des cases individuelles de petite taille qui déclenchaient des stéréotypies caractéristiques. Et l'aliment était exclusivement liquide, le lait reconstitué. Après 1993, on a interdit l'élevage à personnes individuelles pour imposer, contraindre, un élevage en gros, soit sur calicotis, soit sur paille. Il en est résulté une amélioration des performances zootechniques, un alourdissement des carcasses, une réduction des problèmes sanitaires, une amélioration de la relation entre l'homme et l'animal, et une amélioration de la fréquence des contacts sociaux entre veaux congénères. Aujourd'hui, malgré les difficultés de l'époque, aucun éleveur de votre boucherie ne referait marche arrière. Et ils ont le statut, c'est eux qui le disent, d'être passés du statut d'ouvrier façonnier au statut d'éleveur. La dinde. Alors dans ce cas-ci, nous allons considérer le bien-être animal comme un concept plutôt régi comme étant un bien privé. Alors je vais vous donner un exemple sur la dinde dans un contexte de marasme. Entre 2000 et 2011, la production française de dinde est passée de 700 000 tonnes d'équivalent à carcasse à 383 000 tonnes. Pour les raisons suivantes, les acteurs commerciaux mondiaux, la concurrence intrafilière entre le poulet moins cher et la dinde et l'interdiction du dimétridazole dans la lutte contre l'histomolose. Alors, dans ce contexte difficile, les éleveurs d'Inde, le secteur d'Inde de la SECAM, a développé une marque welfare. Alors, je n'ai pas commis de faute d'orthographe dans l'écriture. C'est une marque déposée. La SECAM avait un client historique, marque anglais, Marks & Spencer, et pour répondre au cahier des charges imposé par ce client anglais, très exigeant sur le bien-être animal, dépassant largement la réglementation européenne, eh bien, les responsables de la SECAM d'Inde ont imposé aux éleveurs, ont contraint les éleveurs à un cahier des charges drastique, dépassant de loin les contraintes européennes. Ces contraintes venant imposer d'en haut ont amené les éleveurs, enfin la structure, à une situation d'échec des éleveurs, ne comprenant pas toujours le pourquoi de ces contraintes. Alors, devant cet état de fait, le secteur d'Inde de la SECAM est parti, avec un certain nombre d'adhérents, en voyage d'études en Grande-Bretagne d'abord, en Pologne ensuite, et ils en sont revenus avec deux convictions fortes. La première, c'est que pour assurer un revenu décent aux éleveurs d'Inde, il fallait cibler un marché haut de gamme, démarqué sur le plan du bien-être animal. Et la deuxième conviction forte avec laquelle ils sont revenus, c'est qu'il existait en Bretagne, et je m'en réjouis, un vrai savoir-faire breton, mais qu'il fallait expliquer dans une communication proactive à destination de leur public. Alors, depuis quelques années, 2 ans, la SECAM, secteur d'Inde, s'est recentrée sur le marché français, avec une nouvelle stratégie, reposant sur le respect du producteur. Il s'agit de lui assurer, bien entendu, une rémunération décente. Le respect du consommateur, et à cet égard, la SECAM a induit un bout de parcours avec la deuxième association de consommateurs française, le CLCV, pas le CLLV comme indiqué ici. Et enfin, élément de la nouvelle stratégie, le respect de l'animal. Bref, il s'est agi de mettre en place un code de bonne pratique dans une démarche de progrès, résultant sur les 4 points suivants, facteurs clés du succès. La constitution d'un comité de pilotage, la formation d'éleveurs volontaires et motivés, la constitution d'élevages pilotes exemplaires, et au niveau de chaque élevage, il a été co-construit par le technicien et l'éleveur un cahier, une liste de 10 points d'amélioration par élevage. Conséquence, dans le marasme que je citais tout à l'heure, la production d'Inde de la SECAM s'est maintenue ces dernières années, s'est accrue ces 3 dernières années. Une amélioration de la marge par éleveur. Alors, la Chambre régionale de Bretagne, la Chambre d'agriculture régionale, publie tous les ans une étude de groupe
relatif aux faiseurs de bain en Bretagne. Et depuis 3 ans, la CECAP, sur l'ensemble de ces critères technico-économiques, arrive en tête de l'analyse de groupe, par exemple sur un critère tel que la marge brute réalisée par mètre carré de bâtiment. Il en est résulté une fierté, retrouver les éleveurs, même s'il faut signaler que la crise demeure. Concernant le porc, alors le porc est un produit d'appel en GMS, donc la segmentation du marché est très difficile, à un point tel que le porc standard et le porc certifié conformité produit représentent toujours 86% des parts du marché. Alors, dans ce contexte de segmentation difficile, la coopérative Arc Atlantique a essayé de promouvoir à destination d'un client anglais, le magasin Tesco, le concept du porc welfare. Et dans une publicité, dans un journal que je lis tous les jours, en 2010, il y avait la pub suivante: faites d'une contrainte une opportunité, de l'obligation bien-être passer à l'achat welfare. Et pour ce faire, pour aider les éleveurs à modifier leur produit d'élevage et à modifier leur bâtiment, eh bien, ils leur ont aménagé et les a accompagnés sur le plan financier et ont garanti pendant 3 ans une plus-value sur les prix qui a été de 92 centimes par kilo de carcasse. Et aujourd'hui, les 112 éleveurs qui en 2010 ont produit 260 000 porcs, soit 4% du total des ventes de la coopérative, aucun d'entre eux ne referait marche arrière, même si dans le fond, il n'a pas gagné tout ça. Et notamment, les éleveurs que j'ai qualifiés, qu'on peut qualifier d'animaliers, se sont montrés très, très satisfaits, pour rien au monde ne referait marche arrière. Alors, à destination du marché français, le service recherche et développement de la coopérative, qui s'est développé sur l'export depuis quelques années, a mis en place donc ce concept du porc bien-être à destination de la filière française. Je me répète, l'idée était d'anticiper sur la réglementation européenne et en particulier sur l'interdiction en 2018 de castrer chirurgicalement les porcs. La base de leur projet, c'est la valorisation du mâle entier avec, alors c'est des expressions du service marketing de la coopérative, une génétique adaptée, une alimentation spécifique. Et le système a consisté à mettre au point une détection des carcasses malodorantes au nez humain à cadence industrielle. Un porc toutes les 10 secondes, et les carcasses malodorantes sont destinées à une transformation, alors là aussi c'est un terme marketing, à une transformation optimisée, en particulier la fabrication de saucissons secs. 60%, c'est considérable. Les éleveurs ont adhéré à cette démarche. Depuis 1 an et demi, ils ont produit plus de 600 000 mâles, et avec une plus-value par porc, par les femelles confondues bien entendu, de 5 € par porc. Conclusion en 4 parties. La première, quelques constats. Ayant écouté les éleveurs, leurs responsables, nous avons le sentiment que les producteurs, aujourd'hui, les éleveurs en façon responsable, sont légitimes pour parler à la société du bien-être animal. Deuxième chose, malgré une diversité de leurs réactions, qui va du refus de prendre en compte cette dimension, le respect du bien-être, à l'idéalisation du métier d'éleveur, les éleveurs pour l'animal, que j'ai évoqué tout à l'heure. Le dernier élément très important, c'est que la législation européenne évolue rapidement. Une obligation de moyens, les éleveurs sont maintenant contraints à une obligation de résultat. Et les éleveurs, à notre avis, devraient prendre au bon cette opportunité. La responsabilité de l'éleveur est ainsi, selon nous, réaffirmée. Deuxième élément de conclusion, le bien-être des animaux peut être conçu et traité comme un bien public ou comme un bien privé. Si c'est un bien public, il est évidemment régulé par la législation et il est à ce moment-là important pour la collectivité des éleveurs de réaliser des investissements intellectuels, je pense à la formation, ou financiers. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Les responsables professionnels que nous avons rencontrés ont souvent regretté la légèreté de la représentation du monde de l'élevage à Bruxelles. Je vous épargne le détail. Par contre, en face d'eux, cette collectivité d'éleveurs a une structure, Eurogroup for Animals,
qui fédère les sociétés de la protection animale et qui salarie 16 salariés, des scientifiques, des lobbyistes, des juristes et d'autres professions. Ouais, en un mot comme en mille, la représentation de l'élevage à Bruxelles ne fait pas le poids par rapport, sur ce thème du bien-être, par rapport aux tenants des membres adhérents aux sociétés de la protection animale. Si le bien-être animal est un concept, est un bien plutôt privé, les deux ne s'excluant pas totalement, il est forcément géré par le marché. Et à ce moment-là, il appartient aux éleveurs de développer des politiques de labellisation, de marque, et de promouvoir l'innovation en valorisant des projets originaux qui existent, mais qui sont peu visibles, notamment dans l'espèce porcine en France. Troisième élément de conclusion, il faut, selon nous, créer les conditions d'un dialogue ouvert et proactif à l'intérieur de la profession. C'est pas par les temps qui courent, vous voyez ce à quoi je fais allusion, évident. Il faut que la profession agricole accepte d'établir un dialogue ouvert et ouvre en conséquence avec le grand public et ouvre en conséquence leurs élevages. Il s'agit de, pour eux, de passer d'une attitude, on n'a rien à cacher, venez nous voir, avec peut-être un petit sentiment de culpabilité, y compris que je suis breton, proche des problèmes actuels, à une attitude, on a quelque chose à vous montrer, avec peut-être un sentiment de fierté. Et puis, ce dialogue ouvert et proactif, doit être ouvert aussi en direction des sociétés de la protection animale. Et dernier élément de conclusion, il faut que la profession agricole, dans le domaine de l'élevage, favorise l'innovation par le développement de recherche, par exemple en biologie, Alain Boissy vient de l'évoquer, ou dans le domaine des sciences sociales, parce qu'on est bien au cœur d'un système où l'éleveur est central, et par le développement de projets originaux, même s'ils sont dérangeants, hétérodoxes, que ces projets soient individuels ou collectifs. En conclusion, avant de vous remercier, 3 choses. Il nous semble, avec Pierre Lenard, que les éleveurs ont la capacité de répondre à ces défis, malgré la conjoncture actuelle. Ils sont, selon nous, fondés, légitimes pour y répondre et faire des propositions constructives. Dernier élément, en quelque sorte, les éleveurs sont invités à partager leurs valeurs avec les autres acteurs de la filière dans une stratégie gagnant-gagnant. Merci pour votre attention. Monsieur le Président, messieurs les membres du bureau, mesdames, messieurs, je vais bien sûr traiter la question qui est à l'écran maintenant, avec cependant quand même une petite réserve, c'est que je vois évidemment la contrainte du temps, et donc je serai forcément obligé de faire un certain nombre de charges, donc vous m'en excuserez, mais comme par ailleurs le texte de l'article sera sur le site, je pense que vous aurez toutes les informations de ce que je voulais évoquer. Alors bien évidemment, en introduction, je pense qu'il est important de préciser que sans doute le bien-être des animaux et tout ce qui concerne en quelque sorte leur condition d'élevage, c'est très bien pour les animaux en particulier pour éviter qu'ils aient des problèmes de santé, mais il faut aussi tenir compte, à mon avis, de ce que les animaux, qui fait pratiquement quelle que soit leur destination, bien sûr surtout pour les animaux d'élevage, destinataires de l'alimentation, ces animaux ont une grande possibilité de contaminer l'homme. Et donc, partant de ce grand principe qui est bien sûr maintenant presque universel, disons qu'il n'y a qu'un monde et qu'une seule santé, je pense qu'il faut tenir compte, bien sûr, de ce qui s'associe à ces chez l'homme. Alors, il y a bien sûr aussi des questions de gestion d'élevage, des choses qui sont d'une part, bien sûr, les conditions d'élevage faites pour que les animaux échappent aux maladies, qui sont bien-être, bien sûr, maladies, mais aussi, bien sûr, ensuite, ce qui va concerner surtout les vétérinaires, bien sûr, pas forcément que les vétérinaires, mais c'est bien sûr les questions d'ordre médical, il s'agit de la protection, qu'il s'agisse des mesures thérapeutiques. Alors, je passe évidemment assez rapidement sur les questions des conditions d'élevage, parce que bien sûr ceci est un petit peu abordé, et puis c'est bien sûr aussi quelque chose qui pourrait être très très long. Je pense qu'il y a une chose importante, c'est, lorsque je suis généré, bien sûr, tout ce qui a été l'organisation de l'élevage est modernisé de façon
considérable, et je pense que c'est une évaluation tout à fait importante. Malgré tout, la modernisation n'est pas forcément la perfection. Et donc, par exemple, si on parle des bâtiments, eh bien, avec cette grande, je dirais, innovation qui a été la production de gateboltiques, les gateboltiques sont certes quelque chose de pratique, mais ça n'est pas forcément quelque chose de positif, parce que les gateboltiques vont permettre, d'une part par les fermentations, d'autre part par l'extraction technologique, sachant que les métiers, ceux qui ont pas encore de technologie, il pourra y avoir évidemment un certain nombre de conséquences. Alors, on va rappeler une qui est très rare, qui est quand même la preuve que les bovins sont intoxiqués à partir de fermentation. Là, je veux dire son nom. Et surtout, et je parlerai peut-être plusieurs reprises de la chose, mais que le fait qu'il y ait, à partir du midi, des épandages, que la mycobactérie qui est responsable de la tuberculose peut survivre jusqu'à 55 semaines si elle est morte au soleil, eh bien, je pense qu'il y a ici quelque chose qui va, je dirais, une des causes de la très grosse présence en France de cette maladie. La question des vides sanitaires est aussi quelque chose de tout à fait important. Ces vides sanitaires se sont respectés par un très grand nombre de personnes, à faire une demeure, mais il y a aussi un très grand nombre de riches, soit en ne faisant pas la désinfection, en laissant quelques jours seulement les locaux qui ont été vidés sans remettre de l'eau. Et puis il y a aussi tous ceux qui vont, par exemple, peut-être sortir la majorité des locaux, en laisser quelques-uns, comme il faut libérer la place, ceux qui ont été qui n'ont pas été mis sur le marché parce que par exemple ils sont pas malades, on les remet dans un autre lot, et ça stimulera un entretien de la pathologie dans les ménages. Il y a aussi une question évidemment tout à fait importante, alors celle-ci elle m'a évidemment beaucoup intéressé, c'est les questions d'embryologie. Dans les élevages, et surtout même dans des choses modernes, qui n'ont pas été faites exactement comme on aurait fallu, mais par exemple les absences de mise à la terre, bien sûr, éventuellement ça peut être sur les appareils, mais ça peut être aussi tout simplement sur des dispositifs mécaniques tels que les cultures des corps, etc. Et bien sûr, il peut y avoir aussi des défauts qui sont dans la façon dont les circuits électriques, vous en avez un exemple, qui a été photographié par un confrère avec qui j'ai eu quelques collaborations, c'est bien, et les circuits électriques ne sont pas toujours parfaits. Donc il est tout à fait clair que ce type de problème mérite évidemment d'être apprécié techniquement comme il convient et d'être autant que possible caractérisé. Donc les animaux qui soient des charges, ça n'est pas sympathique. Après les bâtiments, les animaux peuvent être élevés à l'extérieur. Bien sûr, l'hygiène, soit du sol, soit de l'eau, sont des causes possibles d'infection. Alors bien sûr, pour ce qui est de l'hygiène du sol, il est tout à fait clair qu'il y a de multiples causes possibles. Je ne vais pas revenir sur la paratuberculose et sur les problèmes policiers, les histoires de bandage, mais il est tout à fait clair qu'il y a, bien évidemment, quand je cite au moins la question du vecteur, parce que nous utilisons ce terme, que les insectes, par exemple, peuvent transporter des germes, mais aussi, éventuellement, des oiseaux peuvent le faire. Et donc, l'extérieur n'est pas forcément une sécurité. En estime, un problème aussi qui peut se trouver, c'est la question de l'abattement intéressant. L'exemple que je prends en estime, c'est le fait que dans les pièces d'eau qui sont notamment des pièces d'eau peu rechangées, peu échangées, il y a des bactéries qui s'appellent cyanobactéries, qui ont un ciel bleu, produisent plusieurs types de substitutions de souches, peuvent entraîner des maladies graves. À l'extérieur, évidemment, et là les protecteurs d'animaux sont peut-être pas, je dirais, tout à fait mon avis, mais ça n'a pas d'importance. Mais à l'extérieur, le loup est une cause importante, je dirais, de maltraitance, de mal-être des animaux. Et bien sûr, c'est une question qui est tout à fait d'actualité. Je cite évidemment cette chose qui a été, puisque le terme critique réunit aujourd'hui, qui a été dit dans une réunion de l'association Hérétique qui avait lieu au mois de juin. Et donc, c'est un agriculteur à la fois céréalier et qui est aussi traiteur de coton, avait donc, dans l'Aude, une communauté montagneuse, expliqué que les loups étaient en train d'arriver dans sa région. Et donc, c'est tout à fait clair que, quoi qu'il se passe, les loups étendent, on dit, de 25% la surface de leurs activités. Donc, il y a bien évidemment, au plan éthique, le fait que les moutons devraient faire l'objet d'une protection autant que celle des loups. Et à ce propos, je pense que cette question des protections des moutons va sans doute être réalisée. Je n'ai pas fait je n'ai pas mis mais
du mode devrait arriver. Sur les problèmes liés aux conditions d'élevage, il y a bien sûr la question de l'alimentation. Alors il est clair que je ne vais pas faire l'alimentation. L'alimentation est un domaine, je pense, qui a eu énormément de progrès du fait d'une part de la connaissance des compositions de différents aliments. D'une part, bien sûr, certains peuvent très bien gérer la question de l'alimentation en servant de logiciels, etc. Il y a bien sûr l'industrie qui développe correctement son travail général. Une chose qui m'a occupé pendant très longtemps, qui est toujours pour moi une chose d'intérêt, est la question de l'acidose urinaire chez les vaches laitières. Donc l'acidose urinaire est une question qui est différente selon les espèces, selon les causes, etc. Chez la vache laitière, c'est une forme récente, assez discrète, et qui vient évidemment de ce qui se produit en particulier selon les phases de lactation, et en particulier dans la phase du début de la lactation. Alors bien sûr, j'ai rappelé ici une chose tout à fait importante sur le processus de l'acidose, qui est le même dans tous les cas, c'est tout simplement le fait qu'il y ait, pour la vache laitière, bien sûr, en augmentant sa production, puisque M. Kéméré a montré la différence qui s'était produite au fil des années, etc. Bien, c'est évident que les aliments glucidiques, les céréales en particulier, on va vraiment qu'avant de l'herbe, et puis bien évidemment, ceci fait qu'il y a dans le domaine des fermentations, des produits qui vont donc amener une pression osmotique plus importante, une modification physico-chimique importante. Donc l'épithélium va se trouver, je dirais, allégé, agressé, d'où bien sûr la pénétration d'eau, parce qu'il y a une pression osmotique plus grande, mais aussi le passage de bactéries à l'extérieur. Alors ces bactéries sont plus dans la circulation. Elles vont bien sûr aller se disséminer au fil des mouvements dans tous les organes qu'elles rencontrent, le foie en premier, ensuite le poumon, et puis après se distribuer dans la circulation générale. Vous voyez que sur les parties, donc, les infections que j'ai développées dans ce type, il y en a beaucoup qui vont dans la mamelle. Ceci sera une cause pour les vaches laitières importante de troubles de qualité, en particulier avec l'accroissement des cellules somatisées, et bien sûr une cause de maladie, ce qui n'est vraiment pas du tout intéressant pour ces vaches laitières. Par ailleurs, bien sûr, ces destinations de bactéries peuvent aller à des positions extérieures. Ça peut être des insectes, ça peut être des choses qui se verront. Et en particulier, vous avez ici l'exemple d'un accès qui est assez colossal sur cette vache laitière et qui montre évidemment que les humains d'être dans une situation de bien-être. Donc, cette acidose est une cause de perturbation du bien-être, de la santé et des pollutions. Je passe rapidement sur les pratiques commerciales. Je vous montrerai ça dans le document. C'est évident qu'une maladie que j'ai déjà citée, la paratuberculose, dont vous avez le sujet sur l'image, a été en France, je dirais malheureusement, très largement distribuée, et en particulier pour des questions qui étaient tout simplement, je remonte à 40 ou 50 ans en arrière, et qu'il ne fallait pas empêcher les gens de commercer. Et donc, ce n'était pas un contact avec l'étranger, il faut pour lequel bois, bien ici, il y a eu une partie essentiellement de l'Ouest, pays face à l'acide, où en principe ça va rester, la maladie s'est distribuée partout, y compris dans les hôpitaux. Donc c'est évidemment la cause d'une affection qui sans doute n'est pas une maladie humaine grave, c'est toujours une question non résolue, ça peut être une cause de la maladie chronique. Je vais passer sur des petites choses qui sont là maintenant, sinon peut-être au moins rappeler bien évidemment un point tout à fait important, c'est que dans un élevage, il peut y avoir des animaux qui vont être laissés, qui ont été écrasés partiellement, etc. Et donc que l'éleveur doit pouvoir pratiquer des euthanasies. Alors il est évident que ceci n'est absolument pas contestable. Bien sûr, il y a, j'ai cité à plusieurs reprises, je ne vais pas citer ici, les GDS ont souvent fait des papiers tout à fait intéressants, corrects. Je pense qu'il y a une chose, évidemment, c'est que l'opistographie percutante, surtout pour les animaux de grande taille, c'est évidemment un très bon outil d'étourdissement, ce n'est pas un outil de mise à mort, donc il faut ensuite saigner, ça c'est une chose qui doit être appliquée. Et donc je pense aussi que cet outil est dangereux pour l'homme, pour qu'il y ait au moins un assassinat avec. Et donc que sa possession et son utilisation devraient être encadrées par des règles. Concernant les mesures d'ordre médical, il est évident ici qu'il y a des choses tout à fait fondamentales qui sont, à mon avis, d'une grande importance.
c'est que aussi bien dans les questions de prévention, ou les questions d'ordre thérapeutique, ce qui doit être appliqué, point de vue, évidemment, j'aurais beaucoup de protestataires, mais je dis quand même mon opinion, ces choses-là nécessitent qu'on exploite, qu'on utilise des données scientifiques, c'est-à-dire que la biologie est quand même à la base de tout. Alors, il y a bien évidemment des courants de pensée qui sont totalement différents et qui font que sur d'autres raisonnements, eh bien, il y aura un certain nombre de contestations. Et j'ai cité bien évidemment que les vaccinations étaient un très important de cela. J'ai bien sûr indiqué, et c'est sur la base de l'écran, que ce qui s'oppose, c'est les oppositions entre science et croyance. Et donc, est-ce qu'il est éthique d'agir et de convaincre les éleveurs avec des faits qui n'ont jamais été justifiés? Je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a eu partant du message quelque chose qui avait pour développer une question qui est parfaitement sortie. Donc, le terme de science, évidemment, est quelque chose qui a des significations multiples. De science, en biologie, en médecine, il s'agit de questions d'ordre rationnel. J'ai en particulier, évidemment, très beau, tout à fait marqué, pour ce qui s'appelle la médecine fondée sur une preuve. C'est-à-dire qu'au fond, l'éthique, c'est la seule démarche acceptable, parce qu'on utilise quelque chose qui est prouvé. Donc, il est tout à fait clair que l'opposition entre rationalité et croyance, cause majeure de confusion éthique, je veux dire qu'on verra ça à la fois très ancien et donc la thérapeutique. J'évoque rapidement pour la prévention un certain nombre de choses importantes quand même. D'une part, le dépistage. Alors, j'insiste bien sur le fait que le dépistage, c'est une pratique médicale zootechnique qui permet de savoir comment on fait dans les élevages, etc. Il demande une vaccination, qui permet de faire le dépistage. Est-ce que c'est vraiment un diagnostic? Eh bien, c'est pas un diagnostic. La vaccination, c'est quelque chose qui va, je dirais, faire une étude sur un élevage, mais c'est évident que selon les positions méthodologiques, etc., on peut gérer ensuite, on peut gérer autrement. Il y a une chose, c'est que ça peut faire l'éradication de cette maladie considérable. Donc ça, c'est évidemment un point important, et il est clair aussi dans d'autres méthodes que la vaccination, des choses comme ça, donc il y a une vraie méthode diagnostique. Il est clair que quand il y a des confusions sur des méthodes de dépistage qui sont des moyens stratégiques, pas forcément parfaits en termes statistiques, mais il pourrait y avoir bien sûr des problèmes de contestation. On en verra au moins un, voire deux exemples dans la suite. Donc je crois qu'il est tout à fait important que les tests soient bien compris. Les vaccinations. Alors les vaccinations, c'est clair que je pense qu'elles ont été dans l'élevage relativement bien acceptées à une époque. Je pense en particulier à la vaccination de la fièvre afteuse. Il est tout à fait clair que, je me suis cité la rage, mais c'est pas des mots, je dirais, qui sont destinés à la monogramme destinés à la consommation. C'est surtout un problème pour les carnivores. Pour ce qui est de cette vaccination, il y a actuellement, et bien sûr, surtout à propos de ce qui est fait chez l'homme, il y a bien sûr des modifications de la perception dans les élevages. Alors c'est tout à fait clair que s'il y a bien sûr des éleveurs qui très largement font une vaccination, je pense surtout à la lièvre et à la porcine, des vaccinations pour les maladies qui vont leur assurer leur niveau de santé, il y en a beaucoup qui ne le font pas, bien sûr, et puis il y a aussi ceux qui vont refuser, même lorsqu'il s'agit de démarches qui sont des démarches légales. Donc il y a eu un exemple, évidemment, qui m'a beaucoup surpris, mais qui est, je pense, l'application, la démonstration de ce qu'il y a un suivi de ce qui se passe chez l'homme, c'est pour la fièvre catarrhale bovine. Donc un certain nombre d'éleveurs n'ont pas voulu pratiquer ça, en indiquant que de toute façon l'adjuvant au vaccin allait forcément être toxique pour leurs animaux, et que de toute façon, si leurs animaux étaient malades, après ils auraient une immunité, et que leur, bien sûr, le grand argument était que ça n'est pas une maladie qui est contagieuse, donc la bactérie d'un animal à l'autre, mais que c'est un vecteur, un insecte, une maladie, donc puisque c'est pas contagieuse,
réalité, la vaccination a quand même un autre impact que de faire une simple protection des animaux vaccinés. C'est aussi la réduction du réservoir d'infection de la masse animale contaminée qui va être à la disposition des insectes, par exemple, et qui va permettre de diffuser la maladie. Donc, il est tout à fait clair que, heureusement, la majorité des éleveurs avaient accepté ces vaccinations, puisque maintenant, elle est élue. Dans les mesures de prévention, bien sûr, l'euthanasie, parce que, bien sûr, les animaux qui sont des animaux qui vont contaminer d'autres animaux, qui vont contaminer des humains, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait grave. Donc, la meilleure solution, c'est bien sûr la plupart du temps de les rendre obligatoires. Bien sûr, dans certains cas, bien sûr, surtout bien sûr, pour les animaux qui vont être éliminés totalement. La question des euthanasie a été évidemment particulièrement ces dernières années avec une grosse protestation d'animaux pratiquée bien sûr au niveau du USB. Donc ici je montre cette photo d'Angleterre, Apocalypse Chaos en 1990. Et bien sûr ces euthanasies posent toujours la question de différentes souffrances. Ça, là, actuellement, on va plus, c'est la question de souffrance qu'on fera ensuite. Quelques années ensuite, toujours au Royaume-Uni, c'était la chair rafteuse, et donc là encore, vous ne voyez pas la différence entre la maladie, sinon c'est pas la même origine, enfin c'est le même process, en tout cas, les animaux ont été aussi très largement supprimés. Ce schéma qui vient de l'OMS, et qui montre en fait les dépenses faites dans différents pays pour les euthanasies, et puis pour les soins cliniques aussi, pour les animaux, c'est pas tellement les soins cliniques, ça montre que pour la fièvre afteuse, dans le but de cette fièvre afteuse en Angleterre, les masses financières ont été considérablement plus grandes. Donc il est tout à fait clair que, je pose la question, de savoir pourquoi ça a été plus marqué pour la fièvre afteuse que pour la MSE. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est bien sûr, toujours pris comme le modèle des pays qui sont protecteurs de gros, et l'Angleterre a fait des euthanasies considérables, et bien évidemment, des politiques, puisqu'elle était parfaite au plan sanitaire. La question, bien sûr, de souffrance, bien la souffrance, elle est quand même à peu près réglementée. Elle n'est pas réglementée spécifiquement pour la question de l'euthanasie, mais il y a un texte européen qui date de 2020 qui parle de tout simplement la mise à mort des animaux, qu'il s'agisse d'abattage. Donc il est évident qu'il y ait pour l'abattage ou pour l'euthanasie, l'immobilisation puis l'étourdissement, et ensuite l'application d'une mise à mort. Donc il y a une liste, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'au moins il y a une législation. Alors sur l'euthanasie de la faune sauvage, j'ai bien sûr évoqué la question des choses qui sont faites pour la lutte contre la tuberculose. En Angleterre, l'euthanasie du blaireau, qui sont capables de contaminer les animaux qui sont en prairie. Idem en France, une petite région avec une euthanasie de cervidés. Ça n'est pas des espèces protégées. Mais où il y aura d'autres questions d'ordre éthique, c'est quand il s'agit d'espèces qui sont en voie de diminution, en train de devenir protégées, et des espèces qui sont officiellement des espèces protégées. Alors, petite histoire, évidemment, peut-être un peu amusante, mais c'est celle de deux éléphantes du zoo de Lyon, qui, fin 2012, avaient été considérées comme devant être euthanasiées. L'éléphant qui elles étaient avait été vu comme reconnu tuberculeux. Il est évident qu'il y a eu ici très grosse pression médiatique, et cette pression médiatique a eu comme conséquence de faire en sorte qu'elle ne soit pas utilisée, qu'elle soit mise dans un endroit qui est proche de la France, puisque c'est Monaco, et que bien évidemment, il y a ici d'autres personnes qui vont essayer d'avancer le diagnostic. Pour l'instant, il y a une test négative. Donc il est tout à fait clair que le fait d'avoir décidé de les euthanasier, ce qu'on appelle la décision administrative, cette décision n'était pas éthique, et la logique, c'est qu'on arrivait à un diagnostic qui se fait de manière formelle.
Autre question tout à fait actuelle, puisque, bien sûr, ça vient de se passer, c'est la question du fait qu'en Haute-Savoie, il y a eu des vaches, 3 vaches laitières, qui ont été retrouvées atteintes de brucellose. Et donc, ceci a été, évidemment, une grande lait, et donc ici, il y a eu toute une démarche qui visait à rechercher tout ça peut dire, ce qui fait qu'il y a eu des captures de différents cervidés dans le massif, et donc c'est en particulier là qui ont montré qu'ils étaient à 40%, 70% ils étaient condamnés. Donc il est tout à fait clair que la décision de restriction tout à fait discutée sur le nombre de sorte je pourrais décider, puisque c'est 250, mais on pourrait penser peut-être que ça va être long, puisque c'est un objectif de l'ordre de plusieurs pupilles. Donc on en est très loin. Donc il est tout à fait clair que ceci a amené toutes sortes de discussions, de contestations. La plus étonnante, évidemment, elle ne semble pas très connue, mais je pense qu'elle est quand même la démonstration de position erronée c'est que certains membres de la région ont pensé que sans doute, ce n'étaient pas les moustins qui avaient contaminé les vaches, mais que c'était des éleveurs qui avaient eu des problèmes de brucellose, qui les avaient gâchés, et que ce sont donc les vaches qui auraient contaminé les moustins. Donc ça, au plan dit, je pense qu'une enquête serait peut-être nécessaire de façon à faire passer la vérité. Sur la question thérapeutique, il est tout à fait clair qu'il y a bien sûr une logique qui est d'utiliser des démarches qui sont des démarches scientifiques. Il est clair que je ne rentre pas dans ce détail, sinon on a mentionné que la question actuelle est celle de l'antimagie et que là, il faudrait, bien sûr, autant que possible, être le plus rigoureux. Donc, on a administré l'antibiotique autant qu'il y a de prescriptions et autant qu'il y a surtout des antibiotiques. Sur le choix des traitements, il est tout à fait clair qu'il y a une chose tout à fait importante, c'est le fait qu'il y ait actuellement une masse considérable de méthodes de traitement qui ne sont pas scientifiques. Et cette année, il y a eu un rapport aussi à une commission qui a produit un rapport qui s'appelle Vérifier la pratique et vérifier la santé en danger. Ce rapport, donc, qui a largement exploité la multitude, montre qu'il y a actuellement en France 400 méthodes thérapeutiques qui ne sont pas des méthodes scientifiques. Ça laisse évidemment à réfléchir. Je ne vais pas décider 400, j'ai pris des exemples, j'ai pris l'homéopathie qui, bien que existant depuis 2 siècles, n'a toujours aucune démonstration d'efficacité, et qu'au moins une revue anglaise de santé humaine, qui est quand même mondialement reconnue, qui est 27, a fait un certain nombre d'articles là-dessus. La deuxième médecine totalement imaginaire, c'est la géobiologie. Et donc cette géobiologie, elle part du principe que ce sont des courants qui viennent du sol, qui sont responsables en quelque sorte de pathologies animales, et qu'un moyen de traiter ça, c'est d'utiliser soit des primandes, soit des bêtes, dans laquelle la silice, des broyats de pierre, en particulier granit, et des poudres obtenues en crachant des plantes, servent à bloquer ces courants, tout en laissant passer le téléphone, la télévision, etc., etc. Et donc, en fait, la grosse référence se fait vis-à-vis des bénignes. Donc, on voit qu'on est en pleine science. Alors, ce type de raisonnement géobiologique conduit par ailleurs à laisser croire que d'autres sources de courant que celles qui viennent du sol viennent de la biologie. Et donc, il y a eu dans une revue qui est celle de un article traitant de ce que les environnements et les sont des troubles sur la santé des hommes et des animaux. Alors ceci, bien sûr, fait qu'il y a de plus en plus un certain nombre de gens qui croient à ce genre de choses, évidemment juridique démontré, et actuellement il y a un problème judiciaire d'une importance considérable, qui est qu'un élevage de vaches laitières qui a eu des problèmes de qualité et de quantité de lait, se trouvant à une douzaine de kilomètres d'Antenne, parce qu'en plus il y a plusieurs antennes
laquelle est responsable. Une question, donc, ils ont évidemment consulté des géobiologues, dont un vétérinaire, qui fait absolument une recherche biologique. La mise en place des galettes n'a absolument rien apporté comme résultat, d'où le fait que l'éleveur a arrêté sa production laitière. Donc il est tout à fait clair que ces dérives thérapeutiques, qui sont absolument injustifiées, sont pour moi, au plan éthique, totalement inadmissibles. La gestion sanitaire des élevages comporte ce que j'ai expliqué, d'une part les choses qui concernent les conditions d'élevage, d'autre part les actes d'ordre médical. Il est tout à fait clair que l'ordre éthique vise évidemment le respect du bien-être des éléments de leur santé. Il faut toujours se soucier de la santé de l'homme, que la démarche logique, c'est bien sûr d'appliquer tout ce qui a des bases biologiques, et que le fait qu'il y ait des oppositions, en quelque sorte, entre les preuves des choses scientifiquement validées et des croyances qui n'aiment aucune validation, c'est pour moi exactement la même chose que dans un tribunal. La différence entre les preuves et les dires. Donc, dans le judiciaire, il y a des preuves et des dires en balance, alors que je pense quand même qu'en termes de santé animale, on devrait faire pareil, et donc se baser sur les preuves et surtout pas sur les dires. Merci de votre attention. Ce serait juste une remarque pour la troisième conférence, parce que vous avez parlé de la vaccination pour la castration du porc en disant que c'était pas intéressant, mais avez-vous comparé le bénéfice que l'on avait de la castration, parce que les pays du Nord l'utilisent, par rapport à ce que fait la terre, qui ne réussit qu'à avoir 5 euros par porc. Et un autre point aussi, vous avez parlé aussi des élevages de dinde qui avaient beaucoup diminué. Vous oubliez une chose, 2001, c'est là où on a interdit les farines de viande d'os et on faisait plus de la bonne dinde, parce que la dinde était omnivore et non pas végétalien. Donc si on revenait un petit peu maintenant à l'utilisation des protéines animales pour valoriser la dinde, d'abord ça coûterait moins cher à l'éleveur et il y aurait pas de problème en Bretagne. Moi, je veux simplement. Je crois qu'on n'a pas le temps de discuter de ce qu'a dit M. Fédéré sur la dinde ou sur les autres espèces animales. Nous avons beaucoup. En fait, j'étais président du comité interprofessionnel de la dinde française pendant 24 ans. Voilà, et j'étais président de la Commission européenne également, de la Fédération européenne. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pas seulement là-dessus, sur tout ce qui s'est dit également concernant le porc et les vaches. Mais là, je crois qu'on ne peut pas entreprendre la discussion maintenant, c'est pas possible, ça prendrait trop de temps. Mais je suggère quand même qu'on organise quelque chose pour qu'on puisse répondre à ce qu'a dit M. Fédéré. D'accord. La balle est dans ton camp. Merci. Comment on pourrait expliquer concernant nos nouvelles normes européennes, par exemple, pour la volaille, je voudrais savoir si c'est convenable, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un mot sur l'affaire du porc balancier. C'est simplement une constatation, c'est que la filière est à feu et à sang sur ce sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que sur l'efficacité de la détection par sniffage des odeurs ou l'acceptation par le public de la vaccination, c'est un sujet profondément débattu qui n'est pas aussi consensuel qu'on pouvait le penser à la suite de la présentation. L'autre aspect que je voudrais dire aussi, c'est que effectivement s'ouvrir au public est sans doute quelque chose d'intéressant, sauf que c'est compliqué sur ces sujets complexes, surtout que les opposants peuvent avoir facilement des messages simplistes et que les messages plus scientifiques sont plus difficiles à faire passer. Pour ça, je crois qu'il faut plaider, c'est ce que dit dans l'exposé de M. Méméré d'ailleurs, il faut plaider plutôt pour la discussion avec des relais d'opinion, avec des associations de consommation, des associations environnementales, des associations de bien-être animal, qui, elles, à la différence du grand public, ont plus de temps à passer pour étudier les dossiers.
du moins celles qui veulent les étudier, ce n'est pas le cas de toutes. Mais celles qui veulent le faire, je pense par exemple à France Nature Environnement, sur ce genre de questions, on peut vraiment faire du travail positif. Précision. Je n'avais pour ambition que de rapporter des cas de segmentation du marché sur le thème du bien-être animal. Il est évident, ça vient d'être souligné, que tout le monde, y compris en Bretagne, loin s'en faut, est d'accord sur la généralisation de la protection de mâles entiers. Alors il y a là quelques articles de la presse régionale qui sont un peu virulents, tout le monde n'est pas d'accord, et en particulier le comité régional pour ça, ou les unions départementales des groupements de producteurs. Mon objectif était d'illustrer mon propos de réalisation sur le terrain. Je ne porte pas de jugement de valeur sur les positions différentes des uns et des autres. Pardonnez-moi. Précision. Le service de recherche et développement de la Copperle, à un moment donné, a pensé à l'immunocastration. Dans nos pays qui ont expérimenté, tout le monde a fait marche arrière. Dans évident, danger pour les mœurs, imaginez parfaitement. Et d'autres Et j'ai pas compris le propos sur l'origine de la maladie de Crohn. Je suis un peu concerné, mais j'ai pas compris. Alors, peut-être la réponse, c'est Un micro, s'il vous plaît, pour... Je vous réponds dans la mesure où je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur la paratuberculose. Et on trouve beaucoup de Mycobacterium paratuberculosis dans la maladie de Crohn. À partir du moment où on a su bien les isoler et surtout avec une technique de détection par PCR. Donc c'est toujours un sujet qui est évoqué, mais qui n'est jamais démontré, mais vous avez des gens pour et d'autres contre sur le fait que c'est une zoonose. Moi, je reste toujours dans l'hypothèse, on ne peut pas le prouver, ce sont des maladies à très longue durée d'incubation et c'est très difficile de le démontrer. Mais la question est toujours présente. Vous me demandez d'être bref, c'est de la filaire. Ça ne me gêne pas, je m'en réjouis, parce que ça va me permettre, ça va m'inviter à écrire des conclusions d'une façon plus réfléchie que les propos que je pourrais vous tenir ici même devant vous, qui sont forcément superficiels à la suite de ces interventions fort riches. Moi, personnellement, je retiendrai que le grand volet, très schématiquement, que j'essaierai donc de nourrir un peu plus la réalité, d'une part des avancées contestables, à travers tout ce qui nous a été dit, à la fois à travers l'exposé de M. Kéléré sur la position des éleveurs, qui trouvent enfin maintenant quelque intérêt à entendre les critiques d'une société de consommation qui, jusqu'à présent, a envisagé l'élevage beaucoup plus comme une maltraitance que une prévenance à l'égard des bêtes. Ouais, je n'insiste pas sur ce qui a été dit, il a fort bien exprimé. On n'y revient pas, quelque chose en effet d'importance fondamentale. Et puis, par ailleurs, sur un plan plus fondamental, mais qui peut aussi avoir ses applications pratiques, comme l'a expliqué fort brillamment M. Boissy, ces progrès en matière d'éthologie appliquée qui renchérissent un peu la conception du bien-être, qui va au-delà de ce qu'on a considéré à un moment comme la situation d'animaux en harmonie avec leur environnement, c'est une formule concise, certes, mais totalement vaseuse, alors que, en effet, à travers ce qui vient d'être dit, on perçoit bien qu'on peut objectiver un peu mieux le bien-être qu'on a fait jusqu'à présent. Certes, personnellement, j'ai toujours récusé, mais enfin, il est passé dans le langage courant, récusé à cause de son côté un peu trop anthropomorphique, mais M. Boissy a précisé précisément qu'on pouvait aller au-delà. Alors, à côté de ces avancées, je crois qu'il ne faut pas exclure des interrogations qu'elles doivent susciter, et qui sont liées au fait que, sommairement, l'élevage ne parviendra que rarement, semble-t-il, probablement, à rattraper son retard par rapport à l'exigence
de bien-être qui pourra toujours plus vite que lui. Compte tenu des pressions accrues, ça a été dit, qu'exerce aujourd'hui la société vis-à-vis de cette notion, accusée d'autre part par deux faits récents, d'une part la tendance à vouloir accorder aux animaux, depuis très bien lesquels d'ailleurs, des droits à ceux-ci, avec ce que ça suppose de conséquences sur les exigences accrues que l'on accordera au respect de l'animal et au-delà à son bien-être, qu'il soit crédible ou non sur un plan pratique, de voir se réaliser ces tendances aujourd'hui soutenues, vous savez, par cohortes d'éminentes personnalités qui ont par ailleurs le soutien médiatique. Bref, c'est là la porte ouverte aussi à plus d'exigences vis-à-vis de débat en général. Et puis, deuxième fait aussi qui vient aggraver ces problèmes, aggraver tout au moins les rendre encore plus prégnants, c'est ce qui a été souligné ici même, le fait que la communauté, l'Union européenne, aujourd'hui, après avoir édicté des réglementations portant sur des moyens, exige maintenant qu'on aille vers une exigence de résultats. C'est fort bien pour soi et c'est la possibilité de susciter des initiatives comme celles qui ont été évoquées par Pierre Thévaret et d'autres, c'est évident. Mais c'est aussi peut-être la porte ouverte à des surenchères vis-à-vis de l'élevage, qui est déjà en si mauvaise situation aujourd'hui, qu'on peut se demander si, compte tenu de ces exigences qui figurent notamment dans les dispositions, les définitions qu'on donne, que les anglo-saxons donnent du bien-être animal, parmi lesquelles le comportement social, l'exigence de s'accorder sur le comportement social des animaux, c'est la possibilité, la porte ouverte à rendre difficile l'existence d'élevage confiné, d'élevage dit intensif. Bref, à travers cette question du bien-être animal se pose d'une façon plus globale, je crois, la question de la politique de l'élevage en France. Elle est plus que jamais d'actualité sur sa localisation, sur ses diverses formes, sur sa situation sur le plan des relations européennes et internationales. Bref, ce sont des questions qui dépassent très largement ce que nous avions évoqué ici, bien qu'elles soient toutes importantes. Je pense que sur ce domaine-là, l'Académie de la culture pourrait contribuer à la réflexion. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais très superficiellement, comme je le soulignais, vous dire.